Merci de me permettre de présenter donc, ce sujet portant sur les téloméropathies et les situations cliniques qui peuvent aboutir donc, à un séjour en réanimation. Donc, le plan de ce topo va être le suivant. Je vais commencer par un cas clinique, Monsieur Z. Bon, vous avez déjà vu l'arbre généalogique de la famille de ce patient dans le précédent topo présenté par Flore Sicre, mais je vais aborder plus en détail les caractéristiques cliniques et génétiques de cette famille. Ensuite, on va voir quelques généralités, les téloméropathies dans un contexte de greffe pulmonaire. Et enfin, je conclurai par un petit point éthique et les conseils génétiques associés donc aux téloméropathies. Alors, on va commencer par le cas clinique donc, de Monsieur Z. En février 2015, donc, au laboratoire de génétique de l'hôpital Bichat, on a reçu un appel de la réanimation d'Avicenne pour un patient donc, de 53 ans qui était admis en réanimation pour une fibrose pulmonaire d'évolution très rapide qui a été diagnostiquée en septembre 2014. Donc en l'espace d'un an, ce patient a fini en réanimation avec une oxygénorequérance très élevée. Ce patient présente en réanimation donc une thrombopénie à 90 000 plaquettes, un myélogramme qui ne montre pas forcément d'anomalie particulière et un blanchiment précoce des cheveux, donc qui a débuté à l'âge de 30 ans. On a une histoire familiale pour ce patient. Il a un fils qui serait suivi pour une dyskératose congénitale à Saint-Louis. Donc les réanimateurs en fait, ont appelé notre service pour discuter finalement des résultats génétiques de cette famille, sachant que Monsieur Z n'avait pas encore été diagnostiqué porteur de la mutation responsable donc de ces symptômes. Alors, voici l'arbre de la famille Z. Donc vous voyez, on a Monsieur Z qui est admis donc en réanimation, qui a fait une fibrose pulmonaire donc vraiment très sévère et qui a un enfant, donc l'individu 2 de la deuxième génération qui est atteint d'une dyskératose congénitale. Donc cette famille est suivie donc à l'hôpital Saint-Louis et on peut voir sur cet arbre qu'au niveau des enfants, on va avoir une pénétrance incomplète de la maladie, car on va avoir un des enfants, le troisième, qui est porteur de la mutation dans le gène TERC, mais qui n'exprime pas la maladie. On va voir par la suite les différents gènes impliqués dans les téloméropathies, dont le gène TERC, l'un des gènes majeurs en fait, du complexe télomérase. On a réalisé une analyse génétique en urgence pour le patient admis en réanimation, et on a trouvé que ce patient donc, était porteur, finalement comme attendu, d'une mutation à l'état hétérozygote dans le gène TERC, donc la mutation familiale, et ce patient malheureusement est décédé en réanimation d'une surinfection virale, et il était récusé pour la greffe car on avait une altération de l'état général très importante et une perte de 25 kg en un an. Et pour information, le cas index de la famille, donc son fils, atteint de dyskératose congénitale et décédé en 2016, donc à peu près 25 ans, dans un contexte de pancytopénie, de carcinome hépatocellulaire et d'une cirrhose décompensée. Voilà. Bon, pour ce cas clinique, on a une fin très dramatique. Heureusement, toutes les téloméropathies ne se terminent pas de la même manière. Sur cette diapo, je vous ai présenté 3 familles. Voilà. 3 familles avec des phénotypes bien définis. Une première famille en haut avec un phénotype hématologique, une famille en bas à gauche avec un phénotype pulmonaire et en bas à droite avec un phénotype hépatique. Alors quel va être le lien finalement entre ces 3 familles? Ça va être une atteinte des télomères. Voilà. Et ce qu'on va appeler donc une téloméropathie. Donc les téloméropathies, finalement, on va avoir plusieurs termes qui vont permettre de les définir, et ce qu'on va retenir dans la communauté scientifique ou médicale, ça va plutôt être le terme très simpliste de téloméropathie ou sinon de syndrome des télomères. J'aurais pu également vous présenter cette famille que Flore a présentée tout à l'heure, où on voit que dans une même famille, on va avoir différentes atteintes qui vont s'égréger. Donc vous voyez, au niveau de la première génération, on va avoir une atteinte hépatique. Au niveau de la seconde, deux atteintes hématologiques associées à une atteinte pulmonaire. Et enfin, au niveau de la dernière génération, principalement des atteintes hématologiques. Donc ce qu'on peut dire sur cet arbre, c'est que donc on a un spectre phénotypique qui va être extrêmement large, qui caractérise donc les téloméropathies, et un phénomène d'anticipation
Donc je vous rappelle, anticipation, c'est qu'au fur et à mesure des générations, on va avoir un début de la pathologie qui va être de plus en plus précoce. Donc on va voir par la suite quel est le facteur responsable donc, de cette anticipation observée. Un bref rappel sur le complexe télomérase. Donc les télomères, c'est des structures qui vont être situées au bout de chaque chromosome et qui vont être impliquées dans le vieillissement cellulaire. Donc à chaque division cellulaire, la cellule va perdre une petite fraction de son capital télomère, et ce complexe télomérase va permettre, dans certaines cellules, donc les cellules germinales, cellules souches hématopoïétiques par exemple, de limiter finalement cette perte du capital télomère à chaque division cellulaire. Et donc, plus en détail, ce complexe télomérase va être composé de plusieurs effecteurs. C'est pas très visible. Je vais vous parler des 3 principaux effecteurs. Vous allez avoir le gène TERT qui va coder pour la télomérase, cette fameuse enzyme qui va permettre d'ajouter les répétitions télomériques à chaque extrémité chromosomique. Vous allez avoir le gène TERC qui va servir de support pour la télomérase pour ajouter ces extrémités télomériques. Et enfin, vous allez avoir l'hélicase codée par le gène RTL1 qui va permettre d'ouvrir cette double hélice d'ADN et permettre l'accessibilité donc, de tous ces effecteurs au niveau des télomères. Vous allez avoir d'autres effecteurs qui vont avoir un rôle donc, de protection et de régulation finalement de ce complexe télomérase. Actuellement, en pathologie humaine, il y a à peu près une quinzaine d'effecteurs qui ont été rapportés en pathologie et qui vont suivre un mode de transmission dominant, récessif et également lié à l'X. Alors, au niveau clinique, comment définir donc une téloméropathie, sachant que le spectre clinique est très très large. Donc, la première description phénotypique d'une téloméropathie a eu lieu dans les années 1950 et on a identifié le gène donc responsable de la dyskératose congénitale en 1998. Donc pour rappel, la dyskératose congénitale va avoir comme signe pathognomonique la triade qui est caractérisée donc, par une dysplasie inguéale qui mime un phénotype de mycose inguéale, une leucoplasie orale et une réticulation pigmentée, associée à des zones d'hyper- ou d'hypopigmentation. Par la suite, on a eu la description de formes sévères, donc par exemple le syndrome HH, voilà, qui va combiner des anomalies neurologiques, notamment avec une hypoplasie cérébelleuse, le syndrome de Révez, avec comme signe vraiment spécifique de ce syndrome une atteinte rétinienne. Et enfin, on va avoir les formes cryptiques de l'adulte qui vont représenter la majorité des téloméropathies, avec en tête de file la fibrose pulmonaire, puis l'insuffisance médulaire, avec la présence d'aplasie médulaire, de myélodysplasie et également d'acutisation en leucémie aiguë myéloïde. On peut également avoir des atteintes hépatiques qui ont été récemment décrites. Alors, quel est le point commun de toutes ces pathologies? Ça va être finalement une taille des télomères, dans la majorité des cas, qui va être diminuée par rapport à des témoins du même âge. Pour mesurer cette taille des télomères, la technique de référence en clinique, ça va être le flow-fish. Malheureusement, le flow-fish, on va avoir plusieurs inconvénients. Donc, tout d'abord, ça va se réaliser sur un prélèvement sanguin, c'est-à-dire sur des leucocytes, un prélèvement frais, donc, ce qui limite du coup les analyses rétrospectives. Et après, on va avoir deux techniques qui vont permettre également la mesure de ces télomères et qui sont plutôt utilisées dans un cadre de recherche. Donc, on va avoir le Southern blot et la PCR quantitative. Donc le Southern blot, ça va être une migration d'ADN, ensuite révélation par radioactivité, et la PCR quantitative, on va amplifier finalement les extrémités télomériques. Pour revenir sur le spectre clinique des téloméropathies, donc je vous ai dit, l'atteinte majoritaire des téloméropathies, ça va être la fibrose pulmonaire. On peut avoir également des cas d'emphysème fibrose. On va avoir des atteintes cutanées avec une canicie précoce, des anomalies de la pigmentation et la triade, donc caractéristique de la dyskératose congénitale. On va avoir de nombreuses atteintes immunohématologiques avec notamment la présence de macrocytose et de thrombopénie qui peuvent être isolées,
aplasie médulaire d'allure constitutionnelle, de myélodysplasie, de leucémie aiguë et de déficit immunitaire. On a également des atteintes hépatiques avec des cytolyses inexpliquées, des cirrhoses inexpliquées également, et des maladies vasculaires hépatiques type hypertension portable et hyperplasie nodulaire régénérative. On a aussi des atteintes mixtes avec le syndrome hépatopulmonaire qui va donc toucher le poumon et le foie. Donc là, je vais vous parler des téloméropathies dans un contexte de transplantation pulmonaire. Donc, plusieurs études rétrospectives ont été menées pour essayer de déterminer les caractéristiques des patients mutés dans le complexe télomérase et qui ont bénéficié d'une transplantation pulmonaire. Cependant, ces études, au début, ont été menées sur des cohortes de petits effectifs. Donc, on a 2 cohortes américaines et une cohorte française qui ont été menées sur des effectifs de moins de 10 patients. De ces études, qu'est-ce qu'on en sort? Qu'il faut faire très attention à l'immunosuppression dans un contexte de greffe chez les patients présentant une mutation dans le complexe télomérase. On a un risque très important de complications hématologiques et un risque également très élevé de thrombopénie post-transplantation. On a un risque accru de transformation en myélodysplasie et en aplasie médulaire. Et dans certaines études, on note une défaillance rénale accrue chez les patients porteurs d'une mutation du complexe TRG. Également, ce n'est pas noté, on a la présence de CLAD qui va être plus importante. Et donc de ces études, on conclut qu'on a besoin d'une adaptation thérapeutique des immunosuppresseurs chez les patients bénéficiant d'une greffe ayant une mutation dans le complexe télomérase. Et finalement, ces adaptations thérapeutiques ont permis d'améliorer la survie globale des patients post-transplantation. Une étude plus récente, publiée en 2021 par l'équipe de pneumologues de l'hôpital Bichat, s'est intéressée à caractériser donc, ces caractéristiques sur une cohorte plus importante de patients ayant une mutation dans le complexe télomérase, donc avec une cohorte d'un peu moins de 40 patients. Et les 2 caractéristiques significatives par rapport à une cohorte de patients non mutés dans le complexe télomérase, mais ayant bénéficié également d'une greffe, sont en premier l'âge. Donc l'âge chez les patients porteurs d'une mutation TRG est plus bas et plus faible. Ils vont avoir une fibrose finalement plus sévère. Et ils ont besoin également de soins intensifs plus fréquemment que les patients non mutés. Dans ce papier, ils se sont également intéressés à la présence de myélodysplasie dans la survie globale post-transplantation. Et finalement, la présence de myélodysplasie pré-greffe impacte significativement la survie globale post-greffe. Donc, dans le bilan pré-greffe, ce qu'on en conclut, c'est qu'il faut une évaluation hématologique indispensable et, le cas échéant, réaliser un myélogramme pour vérifier qu'on a une absence de myélodysplasie. Et donc la myélodysplasie pré-greffe est une contre-indication relative à la greffe. Voilà. Alors là, je vais vous parler d'un marqueur biologique qui pourrait impacter finalement le pronostic post-greffe des patients présentant une téloméropathie. Je vais vous parler des variants du promoteur de TERT. Donc tout d'abord, le contexte dans lequel ils ont été identifiés. Donc, en 2013, une équipe américaine a mis en évidence des variations acquises dans le promoteur du gène TERT. Donc, ces variations acquises sont au nombre de 3. Donc en position avant l'ATG, donc moins 146, moins 124 et moins 57. Et ces mutations, en fait, vont avoir un rôle vont avoir un rôle activant la télomérase et vont donc jouer un rôle dans le processus tumoral. Et ces mutations activatrices ont été retrouvées dans 2/3 des mélanomes et depuis, plusieurs études ont été menées et on les retrouve dans énormément de cancers. Et finalement, il s'agit des mutations activatrices non codantes les plus fréquentes des cancers. Dans le contexte des téloméropathies, ces mutations, ces variants acquis dans le promoteur de TERT ont été identifiés chez des patients
atteint de fibrose pulmonaire et muté dans un des gènes du complexe télomérase par une équipe américaine en 2017. Et ces variants acquis dans le promoteur de TERT ont été retrouvés chez 5% des patients de cette cohorte. Et très important, ces variants ont été retrouvés en dehors de tout contexte tumoral, uniquement chez des patients présentant une atteinte pulmonaire, type fibrose. En 2021, une équipe américaine, de nouveau, s'est intéressée à rechercher ces variants dans le promoteur de TERT chez des patients atteints de téloméropathie, principalement de fibrose pulmonaire. Et donc, dans cette cohorte, on avait des patients atteints de téloméropathie avec myélodysplasie ou leucémie aiguë myéloïde et des patients atteints de téloméropathie sans myélodysplasie ou leucémie aiguë myéloïde. Donc, dans cette cohorte, des variants acquis activateurs de la télomérase ont été recherchés donc, dans le gène TERT, POT1, TERF2IP et d'autres gènes moins fréquemment mutés. Et ils se sont rendus compte que ces variants étaient plus fréquemment présents chez les patients ne présentant pas de myélodysplasie ou de leucémie aiguë myéloïde, ce qui suggérait finalement un effet protecteur de ces variants activateurs de la télomérase acquis, un effet protecteur donc dans la survenue de ces manifestations hématologiques délétères. À Bichat, nous sommes intéressés à rechercher, nous avons recherché donc ces variations activatrices dans le promoteur de TERT sur une cohorte de 34 patients transplantés et ayant une mutation dans le complexe télomérase. Je vous passe les détails de la technique qui a été employée. Donc ces patients ont bénéficié d'une transplantation pulmonaire et nous avons étudié la survie globale post-transplantation pulmonaire et on a identifié que plus de 35% de ces patients avaient une, voire plus mutations dans le promoteur de TERT, donc soit 2 ou 3, et que lorsque les patients avaient 2, voire 3 mutations dans le complexe dans le promoteur de TERT, la tendance de ces patients présentaient une survie globale améliorée par rapport aux patients n'ayant pas de mutation dans le promoteur de TERT ou n'en ayant qu'une seule. Et donc on suggère également, via cette étude, un facteur protecteur lorsqu'on va avoir plus d'une mutation dans le promoteur de TERT en survie globale post-transplantation. Et tout ça, donc bien entendu, dans un contexte non tumoral. Voilà. Je vais passer donc au conseil génétique associé aux téloméropathies. Donc, les téloméropathies sont donc des maladies génétiques. Donc, on va avoir le contexte général du conseil génétique associé aux maladies génétiques. Donc, c'est-à-dire, on va avoir l'héritabilité de la mutation d'un gène qui va jouer un rôle dans la maintenance des télomères, donc qui va suivre donc une hérédité mendélienne. Et associé à ça, on va avoir une hérédité épigénétique qui va être due donc à la transmission des télomères courts de génération en génération. Donc lorsqu'on va prodiguer un conseil génétique pour des familles atteintes de téloméropathie, si un individu n'est pas porteur de la mutation familiale, il est néanmoins possible que cet individu ait des télomères courts et il faudra l'avoir en tête lors du conseil génétique. Je vais également vous parler des phénocopies dans les téloméropathies et du phénomène également d'anticipation, donc c'est-à-dire d'un phénotype s'exprimant de plus en plus tôt au fur et à mesure des générations. Les phénocopies d'expression pulmonaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une phénocopie ? Un patient présente un phénotype clinique suggestif de téloméropathie sans être porteur de la variation familiale. Donc ça va être la définition d'une phénocopie pulmonaire. Sur cet arbre, vous pouvez voir, les individus en bleu vont être atteints de fibrose pulmonaire. Juste en dessous de chaque individu, vous allez avoir le statut de la mutation familiale, donc TERT. Et sur cet arbre, donc, vous pouvez voir au niveau de la 3e génération, du 5e individu de la 3e génération, la présence d'une phénocopie. Donc cet individu est une phénocopie parce qu'il va avoir une atteinte pulmonaire, comme les autres membres de la famille, sauf que cet individu ne va pas présenter la mutation familiale. Et donc, il faut avoir en tête
dans le diagnostic, dans le conseil génétique, que les individus qui vont hériter de télomères courts peuvent également exprimer la maladie. Voilà. Et en aparté, à l'hôpital Bichat, actuellement, nous sommes en train de décrire 17 familles atteintes de phénocopie ou de digénisme dans les fibroses pulmonaires idiopathiques. De manière générale, quand prescrire un bilan génétique dans un contexte de téloméropathie? Donc, bien entendu, chez un patient symptomatique, dans le cadre du bilan pré-transplantation. Donc, on a vu que les patients présentant une mutation dans le complexe TRG étaient plus sensibles aux immunosuppresseurs. Et finalement, dans toutes les atteintes du spectre des téloméropathies, lorsque vous avez des atteintes personnelles, voire familiales, très diverses mais appartenant au spectre des téloméropathies, c'est une indication pour prescrire un bilan génétique. Ensuite, faut-il proposer un dépistage aux asymptomatiques? Oui, car on a une surveillance et une prise en charge plus précoce qui sont possibles. Par exemple, dans le cas de fibrose pulmonaire familiale, on peut proposer aux apparentés asymptomatiques un scanner pulmonaire régulier tous les 5 ans à partir de l'âge de 30 ans et bien entendu un arrêt d'exposition aux aérocontaminants, notamment le tabac. Il y a des traitements qui sont disponibles qui vont permettre de limiter la progression de la maladie, donc la pyrphénidone et les inhibiteurs de tyrosine kinase, le nintédanib. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une adaptation du conditionnement pré-greffe et post-greffe. Et également, on peut proposer un dépistage aux asymptomatiques via, dans un cadre conceptionnel, via la proposition d'un DPN et DPI, tout ça en prenant en compte l'héritabilité des télomères courts. Je vous ai rappelé les documents légaux à joindre à chaque prescription d'analyse génétique. Donc le consentement. Le consentement est de manière assez générale, lorsque vous demandez des analyses génétiques pour une suspicion de téloméropathie, il ne faut pas s'arrêter, on voit très régulièrement ça au laboratoire, il ne faut pas s'arrêter uniquement à 2 gènes, donc TERT et TERC. Il faut plutôt spécifier la pathologie, recherche de téloméropathie, ce qui nous permet d'emblée de proposer à ces patients un panel large qui va screener l'ensemble des gènes impliqués dans la voie des télomères. Alors, un petit rappel sur les lieux où vous pouvez trouver donc, les feuilles de demande pour nous adresser vos demandes de génétique. Donc, vous avez le site Orphanet, voilà, qui va prendre en compte la majorité des maladies rares et sur lequel vous allez pouvoir trouver tous les documents nécessaires, les consentements. Vous pouvez vous adresser directement également au laboratoire donc de l'hôpital Bichat. Et dans le cadre de patients qui sera inclus dans le plan France Médecine Génomique, il faut se référer au RCP donc, spécifique de chaque situation clinique. Enfin, je vais terminer ce topo par la loi de bioéthique. Donc, la loi de bioéthique qui a été donc, éditée en 1994 a connu donc, plusieurs révisions. La dernière en date a été faite en 2021. Et donc, les révisions de la loi de bioéthique, je vais vous parler de celle de 2013 qui nous parle d'une caractéristique très importante en génétique globalement, c'est l'information à la parentèle. Donc, l'information à la parentèle, c'est un ajustement finalement du secret médical dans une maladie rare. Donc, cette information à la parentèle dit qu'une mutation constitutionnelle finalement n'appartient pas à un individu, mais appartient à une famille. Et donc, les apparentés doivent être informés de la présence d'une mutation constitutionnelle chez un membre de leur famille. Si le cas index d'une famille présente une mutation constitutionnelle et qu'il ne transmet pas cette information à ses apparentés, il doit donner l'autorisation au médecin de transmettre l'information aux apparentés. Et la loi de bioéthique, finalement, en réanimation, donc les cas possibles en réanimation par rapport aux patients que vous allez pouvoir voir, soit vous allez avoir des patients qui ne sont pas en mesure de s'exprimer par rapport au consentement génétique, donc on va pouvoir recueillir le consentement des ayants droit, donc c'est-à-dire conjoints, enfants,
Et si le patient décède, la dernière révision de la loi de bioéthique a introduit un chapitre disant qu'on peut faire une analyse sur du matériel génétique d'un patient décédé, notamment des blocs d'anapath, et qu'on a besoin uniquement de la demande écrite d'un apparenté. Donc ça permet vraiment de formaliser les analyses génétiques chez les patients décédés. Pour conclure sur les téloméropathies, donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va avoir une hétérogénéité génétique des téloméropathies, en plus de l'hétérogénéité clinique. On va avoir une héritabilité épigénétique, donc des télomères courts. On va avoir une interaction gène-environnement, notamment via l'exposition à des agents contaminants comme le tabac, voilà, et une pénétrance incomplète. La prise en charge des malades, donc tout d'abord dans un contexte de greffe pulmonaire, on doit donc évaluer le statut mutationnel avant transplantation d'organes et on a un bénéfice des antifibrosants dans la fibrose pulmonaire idiopathique. On a également une thérapeutique par hormones masculines, par les androgènes, qui à l'heure actuelle montre des résultats controversés. Sur une série hématologique, on voit qu'on a un bénéfice finalement des androgènes et sur les fibroses pulmonaires, il y a un PHRC en cours qui montre des résultats plutôt discordants. Et enfin, pour les patients suspectés de téloméropathie, si vous nous avez adressé un prélèvement et qu'on ne trouve pas d'anomalie génétique, mais qu'on a toujours une forte suspicion d'origine génétique de la téloméropathie, des atteintes présentées, on peut inclure les patients dans le plan France Médecine Génomique. Donc, je vous rappelle, le plan France Médecine Génomique, c'est donc 2 plateformes, donc une à Paris, une à Lyon, qui vont proposer pour les cas génétiquement inexpliqués un séquençage du génome chez le cas index et qu'on va réaliser donc, généralement en trio. Voilà. Alors, je tiens à remercier les associations de patients, donc plus spécifiquement l'APEF-PI, une association de patients atteints de téloméropathie plutôt versant fibrose pulmonaire, et également l'association de patients téloméro-asso qui va prendre en compte tout le spectre clinique des téloméropathies, et également tous les cliniciens qui nous permettent de travailler au quotidien. Merci. Si je peux poser une question, merci beaucoup merci beaucoup de votre présentation. On a vu donc des cas qui sont le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire l'extrême clinique qui crie de pertinence. Si on descend de 2 ou 3 logs et qu'on voit la population générale, à quoi expose le fait? Donc il y a une distribution et une certaine variabilité de la taille des télomères et un certain nombre de gens qui ont des télomères courts et qui vont mourir avec et qui ne vont jamais s'en rendre compte. Mais globalement, est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent à ces personnes-là qui ont donc un polymorphisme de la taille des télomères et savoir si ils font des maladies plus longues, plus difficiles, s'ils guérissent moins, s'ils meurent plus, parce que là on voit le haut, très bien. Oui. Et comment c'est en bas? Alors, à ma connaissance, il n'y a aucune étude finalement qui va s'intéresser à uniquement des patients asymptomatiques qui vont présenter des télomères courts. Après, nous, en diagnostic au laboratoire, notamment en recherche, on va avoir besoin de contrôles et là, on va pouvoir trouver des contrôles, par exemple, qui vont avoir des télomères courts, mais malheureusement, on ne va pas avoir forcément de suivi clinique de ces patients-là. Voilà. Vous allez le faire ? Il faudrait, je pense. Oui, je pense qu'il faudrait, oui, effectivement. Bon, après, le problème, c'est que ces contrôles, en général, c'est des contrôles anonymisés. Donc, pour remonter ensuite sur l'identité du patient, c'est compliqué. Voilà. Dans d'autres pays, je ne sais pas, j'ai pas la réponse.